Bienvenue sur Démystifions-nous. Aujourd'hui, je suis heureuse de recevoir, après plusieurs mois d'attente, parce que j'avais déjà évoqué à Géraldine le fait que je voulais la recevoir. Donc, je ne sais même pas si on la présente encore, Géraldine Prévost-Gigant, que nous avons vue à maintes reprises pour ses livres et dans l'émission de Michel Simès, si je ne m'abuse, sur l'amour. Donc, bienvenue à toi, Géraldine. Merci de m'inviter, je suis ravie d'être là. Alors aujourd'hui, ça a attendu jusque-là, certainement pour choisir un super sujet en rapport avec ton dernier livre et d'ailleurs d'autres précédents, sur les synchronicités et l'intuition. Enfin, le dernier livre notamment commence sur le fait de développer son intuition, mais très en lien avec les synchronicités. Alors déjà, ma première question par rapport à tout ce que tu as pu écrire, donc parce que tu es donc une auteure de multiples livres, je ne sais pas combien, mais un certain nombre sur l'amour, un certain nombre sur les synchronicités et peut-être même d'autres. Donc, je ne sais pas combien tu as écrit d'ouvrages déjà. 11. Le prochain, qui est un deuxième roman sur les groupes de parole pour les femmes, va être le 11e. Il faudrait que je recompte, mais j'ai un doute tout d'un coup si c'est peut-être pas le 12e. Non, parce que celui sur l'intuition, c'était le 10e. Donc voilà, le prochain, ce sera le 11e. Le 11e. Et donc, tu fais bien de dire ça parce qu'un livre sur les groupes de parole de femmes, parce qu'au-delà de l'auteur, tu accompagnes et notamment sur des groupes de femmes, et donc, a priori, ton prochain livre est là-dessus. Absolument, oui, j'accompagne. J'ai créé les premiers groupes de parole pour les femmes il y a 20 ans, alors que il y en avait très peu, je ne sais même pas s'il y en avait d'ailleurs à l'époque, et je n'ai eu de cesse d'accompagner les femmes. J'anime toujours des ateliers avec principalement, comme tu l'as dit, des sujets, tout ce qui concerne les liens, que ce soit la dépendance affective, les difficultés relationnelles, les difficultés de la séparation, un célibat qui s'enlise, les différentes phases de l'amour et comment entrer en relation avec soi-même et avec les autres. Parce que pour bien entrer en relation avec les autres, il est nécessaire de pouvoir s'être rencontré. Quel joli programme. Et donc aujourd'hui, les synchronicités. Et ma première question par rapport à ça, déjà, c'est est-ce que c'est une synchronicité qui t'a amené à écrire tous ces livres sur le sujet ? Absolument, c'est une magnifique synchronicité qui m'est arrivée. Alors, il faut savoir que je m'intéresse au sujet des signes que la vie nous envoie et des synchronicités depuis que j'ai l'âge de 20 ans, où on m'a enseigné à décoder les signes. Et donc, j'ai commencé avec beaucoup de légèreté à me dire, tiens, tentons et voyons comment ça fonctionne. Et ça a fonctionné assez vite. Et puis, au fur et à mesure des années, c'est devenu une seconde nature, tant et si bien que j'ai fini par tellement intégrer la notion de synchronicité et de signes que finalement, c'était en moi sans que j'y fasse plus attention. Et c'était vraiment une activité, si je puis dire, ou en tout cas un mode de vie très intime, très personnel, que peu de gens connaissaient, que je communiquais pas beaucoup là-dessus. C'était très perso. Et puis un jour, les éditions Le Duc m'ont contactée. Bon, voilà, je ne savais pas pour quel sujet. Je me suis rendue au rendez-vous et l'éditrice qui m'a accueillie connaissait donc les sujets de mes précédents ouvrages, mais je n'avais jamais écrit sur les synchronicités, je n'en avais jamais parlé, je n'avais pas créé ou fait de vidéo ou quoi que ce soit. Vraiment, c'était top secret. Et la personne me dit est-ce que ça vous intéresserait d'écrire un roman sur les synchronicités ? Et alors là, j'ai ouvert des grands yeux, je lui ai dit, mais comment vous savez que c'est un sujet que je connais bien, quoi. Alors elle m'a répondu, parce que quand même, elle est très fine,
que les sujets que j'abordais de temps à autre à l'époque sur Facebook, sur les réseaux, il y avait une récurrence en fait dont moi je ne me rendais pas compte puisque c'est inné, c'est à l'intérieur de moi, ça fait partie de ma vie de tous les jours, mais elle, de l'extérieur, avait vu que c'était un sujet particulier, un sujet qui m'intéressait, même si je ne parlais pas de synchronicité vraiment au sens stricto sensus, mais de coïncidence, de hasard de la vie, de signes que la vie nous envoie. Et donc, du coup, elle avait donc bien perçu qu'il y avait quelque chose de particulier. Et j'ai dit oui immédiatement, vraiment spontanément, ça a été le cri du cœur. Et ce qui a été aussi assez magique, c'est que quand je suis sortie du rendez-vous, je suis ensuite allée prendre un café qui était à l'angle, pas loin. Et j'ai sorti mon carnet de notes et en fait, la trame du roman est sortie instantanément. C'est-à-dire que j'ai pu ensuite rentrer chez moi, l'écrire sur mon ordi et envoyer à l'éditrice le synopsis du roman. Donc en fait, ça ne demandait que ça. Et c'était vraiment un rendez-vous synchronistique, c'est-à-dire un rendez-vous synchronicité. Et je ne savais pas que ça allait être le début d'une grande et merveilleuse aventure. Et donc là, tu parles de l'écriture de ton roman. Écoute les signes que la vie t'envoie. Voilà, exactement. Donc c'était ce roman-là, absolument. Ça a été le premier ouvrage sur le sujet. D'accord. Alors moi, je peux vous inviter en tout cas c'est d'ailleurs là, à cette période-là, en lisant que j'ai fait tes découvertes. Mmh. Et vraiment, j'invite, j'ai eu un plaisir à lire ce livre. Tu l'appelles, comment tu l'appelles? C'est un roman initiatique en soi. Oui, tout à fait. Ouais. C'est un roman initiatique dans le sens où la lecture est bien sûr divertissante puisque c'est une fiction, c'est un roman. Mais l'idée, c'est d'emmener le lecteur au travers aussi de processus intérieurs avec des questionnements, des liens. Enfin voilà, il y a la volonté de permettre, si le lecteur le souhaite, qu'il vive une transformation à l'intérieur de lui-même. Et c'est vrai que j'ai eu ensuite beaucoup de témoignages de personnes qui m'ont raconté que le bal des synchronicités s'était invité dans leur vie à partir du moment où elles avaient commencé à lire le livre et où il y a eu une accentuation du phénomène pendant la lecture. Ce que moi j'explique parce que en fait, plus on est dans cette conscience, plus on a une réceptivité et plus on voit. En fait, les informations sont déjà là, mais suivant notre qualité de réceptivité, notre disponibilité, on les voit ou on les voit pas. Et du coup, pendant la lecture, quelque chose visiblement pour certaines personnes, un grand nombre d'ailleurs, quelque chose s'est ouvert et il y a eu des phénomènes de synchronicité dont les personnes m'ont témoigné. Donc c'est ça, c'est vraiment la volonté du livre, c'est d'amener les personnes à vivre un processus intérieur en fonction de là où elles en sont. Alors, quand je l'ai lu, j'avais déjà connaissance des synchronicités et l'habitude de les percevoir, mais je dois avouer effectivement, quand tu es focalisé et plongé dans ce livre en plus, il y a une attention inconsciente qui est portée encore plus vive et où effectivement les synchronicités apparaissent de manière plus abondante. Notamment, moi, il y a eu une synchronicité sur la danse. C'est un des sujets de ton livre. Et c'est vrai que ça m'a amené à certains cours de danse par le livre. Mais vraiment, moi, quand je l'ai commencé, c'est un livre, on a envie de pas l'arrêter. Vraiment, j'ai trouvé l'écriture super. On est embarqué, on a envie de savoir. En même temps, on se dit, elle l'a vraiment vécu. C'est la question qu'on me pose souvent. Et donc, il y a beaucoup de vrai, je présume. Alors, il y a du vrai. Il y a beaucoup de situations que j'ai été amenée à vivre concernant donc le tango, puisque c'est l'environnement, c'est l'écrin dans lequel j'ai voulu mettre Anna pour qu'elle puisse vivre sa transformation, sa rencontre avec elle-même, sa rencontre avec les autres, puis comprendre que
elle peut aussi rentrer en relation avec la vie. Et donc, il y a des scènes tout ce qui concerne les scènes du tango, quand elle va dans les bals, etc. Oui, c'est des expériences que j'ai vécues. Tout ce qui concerne en revanche sa transformation et son apprentissage des signes. Alors, bon, comme je le disais, moi, j'ai démarré sur le sujet très, 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 très tôt, très jeune. Donc, toute son évolution et sa transformation ne me ressemblent pas. Je suis plus proche de son enseignant de tango qui lui transmet donc certaines informations. Donc, c'est plutôt moi qui parle à ce moment-là à Anna. Mais en effet, quand elle se rend dans des bals ou quand elle a certaines expériences au niveau du tango, là, c'est plutôt moi. Oui. Donc, de toute façon, dans tous mes livres, j'y mets de moi. Un petit peu, je saupoudre de mes expériences pour pouvoir... parce que voilà, j'ai des choses à dire en fonction de ce que j'ai expérimenté et puis je ne fais pas les choses à moitié, donc forcément il y a toujours un peu de moi. En tout cas, c'est vraiment, vraiment, je le conseille. Moi, j'ai vraiment adoré ce livre. Merci. C'est un chouette roman. D'ailleurs, je l'ai lu, mais ce que je disais à Géraldine, je l'ai lu en format liseuse, donc c'est beaucoup moins attrayant à montrer. Donc, je lui ai demandé si elle l'avait à côté d'elle, de pouvoir le montrer, que vous ayez une idée, que vous enregistrez. Oui, alors le voici. Le voici. Voilà. Je ne sais pas si ça apparaît dans le bon sens d'ailleurs. Au niveau de la lecture. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, moi, je le vois la dans le bon sens. couverture. Bon, bah voilà, c'est le plus important. Voilà, écoute les signes que la vie t'envoie. Et voilà. donc là, et il sort en format poche le même jour que mon second roman, je crois. J'ai un doute parce que j'ai eu une information contradictoire hier. Mais normalement, le second roman donc paraît le 16 mars. Et normalement, la version donc poche de celui-ci devrait être disponible au même moment sur les étals des libraires. Parfait. Et donc là, moi, j'ai terminé ton... Ah, on ne t'entend plus. Non. Non. Tu as dû toucher quelque chose. Ça ressemble à un problème de faux contact. Alors. Oui. Hop, c'est bon là? Voilà, c'est bon. Bon, alors j'ai déconnecté, je ne sais pas pourquoi, j'ai déconnecté du coup le micro et je suis passée sur l'ordinateur. Bon, il doit y avoir un faux contact au niveau du micro. Oui, j'ai l'impression. Et donc j'étais en train de dire, mais je n'ai pas perdu le fil, j'étais en train de dire que du coup je venais terminer ton dernier livre avant le futur roman initiatique qui sort, qui du coup n'est pas du tout dans la même dynamique. Là, c'est pas du tout la même lecture. Et c'est vrai que j'ai été très surprise du contenu parce que, au-delà de l'intuition et des synchronicités, il y a un nombre incalculable d'informations. Alors déjà, moi, je t'ai découverte un peu plus parce que je ne savais pas jusqu'à quel niveau, alors spirituel ou dans quel état d'esprit tu étais de manière plus intime, plus profonde. Et donc, on y parle de physique quantique, on y parle de plein d'autres choses et de lois d'attraction. Il y a beaucoup, beaucoup d'éléments. Donc déjà, moi, je t'ai découvert différemment parce que je ne savais pas tout ça. C'est très sourcé. Si tu veux, alors, j'ai lu beaucoup de livres spirituels ou sur la physique quantique ou tout ça. Et il y a un côté
on parle de tout ça, mais de manière très cartésienne, en fait. Tout est très sourcé, tout est très... Voilà, on voit beaucoup de... Tu cites beaucoup d'études, beaucoup de... Donc, très intéressant. Je dirais même que je trouve peut-être le titre de l'intuition réducteur, parce que c'est vraiment un livre de... Je fais mon développement personnel, ou je le commence, ou je le continue, je ne sais pas. Mais on va plus loin même que l'intuition. Enfin, moi, j'ai trouvé en tout cas. Il y a beaucoup, beaucoup de contenu, beaucoup d'exercices, beaucoup d'informations. Et vraiment, voilà, c'est sans regret que je l'ai lu. Ça m'a permis de faire plein de petits rappels. Et donc, une de mes questions qui rejoint ce que tu as dit tout à l'heure par rapport là, aux synchronicités, à l'intuition et tout ça, c'est déjà, qu'est-ce que c'est pour toi une synchronicité? Et après, qu'est-ce que tu fais comme différence entre ce que tu disais tout à l'heure, le hasard, les coïncidences? Qu'est-ce que tu mets derrière, plus précisément? Tout d'abord, avant de répondre à ta question, je tenais à te remercier pour ce feedback parce qu'en fait, tu es une des premières à me faire un retour de lecture, si je puis dire, sur cet ouvrage. J'en ai déjà eu des personnes que j'accompagne qui m'ont pu m'en parler directement, mais je tenais à te remercier d'avoir eu la finesse de percevoir qu'en effet, il y a un gros travail de recherche. J'ai voulu vraiment étayer mon propos d'une façon dite sérieuse et aussi parce que les informations que j'ai trouvées sont intéressantes parce qu'elles permettent de valider ou en tout cas de montrer qu'on avance par rapport aux recherches qui sont faites sur des sujets qui nous paraissaient ésotériques, sur des sujets qui pouvaient même être méprisés par une certaine pensée cartésienne, surtout dans notre pays, très cartésien. Moi qui ai beaucoup, beaucoup voyagé, grâce à ma pratique du tango notamment, j'ai pu donc partager beaucoup avec des étrangers et c'est là que je me suis rendu compte que nous, Français, vraiment, on a quand même un petit train de retard. Voilà, petit. Donc, mon écrit se voulait... voilà. Et en effet, on a eu un petit souci pour la recherche du titre parce qu'en fait, initialement, le sujet principal sont les synchronicités et le sujet secondaire, c'est que nous pouvons développer notre intuition grâce aux synchronicités puisque si on écoute et on regarde les signes que la vie nous envoie, ça nous permet de gagner du temps et de voir ce qui nous est dit et de faire des choix en conséquence. Voilà. Donc, merci pour ce retour parce que c'est vrai que j'y ai mis beaucoup de sueur et en même temps, ça m'a passionnée de pouvoir transmettre parce qu'en fait, toute la difficulté avec ce type d'ouvrage, c'est de rendre accessible et pas ennuyeux des informations et de pouvoir donner aux personnes le sentiment qu'on est sur la bonne voie quand on pratique les synchronicités et qu'on écoute son intuition et que ce n'est pas que des trucs voilà, sortis du chapeau. Donc, pour revenir à ta question sur la différence entre synchronicité, coïncidence, je crois, si je reprends coïncidence, le hasard. Alors, je vais commencer par le hasard que j'aime réhabiliter parce que oui, le hasard n'existe pas, mais en même temps, j'aime voir le hasard comme une sorte d'entité, de magicien qui fait en sorte que les choses arrivent, d'où les rencontres synchronistiques. Donc, on dit qu'il n'y a pas de hasard, donc on évacue le hasard. Moi, j'aime le faire rentrer, le réhabiliter pour que nous tenions compte en fait de ce quelque chose qu'on arrive peu à maîtriser. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des coïncidences, par exemple, qui ne restent que des coïncidences et qui n'ont pas de sens pour nous. Ce qui fait la différence entre une coïncidence et une synchronicité, c'est que les synchronicités, c'est deux événements qui rentrent en connexion, qui n'ont pas la même cause, mais qui ont un sens pour celui qui l'observe.
qui ont une signification pour celui qui l'observe. Donc, il peut y avoir des coïncidences qui ne veulent rien dire, ou bien je suis en train de continuer à observer le phénomène des coïncidences qui ne sont pas des synchronicités. Ça peut être que nous sommes connectés à des énergies, mais elles ne font que passer. Un phénomène de synchronicité, c'est au moins 2 événements qui n'ont pas de rapport l'un avec l'autre en termes de cause, mais qui vont avoir une thématique commune et qui vont avoir du sens pour nous. Par exemple, quand se matérialise le contenu d'un rêve. Je rêve d'un tigre et puis toute la journée, je vois des tigres. Voilà, j'ai un rendez-vous avec quelqu'un, il arrive avec un t-shirt et il y a un tigre dessus. Je suis dans la rue et il y a une affiche, un bus qui passe avec une affiche de tigre. Et du coup, je me remémore mon rêve et ça m'amène à m'interroger sur la symbolique du tigre. Et alors, ce que je conseille de faire, c'est de voir ce que ça signifie pour nous, s'il y a une association d'idées. Et si vraiment on ne trouve pas, d'aller regarder dans le dictionnaire des symboles, parce que pour moi, il n'y a qu'une base de réflexion qui n'oriente pas une interprétation, c'est le dictionnaire des symboles, parce qu'il regroupe aussi la symbolique dans différentes parties du monde, donc dans d'autres cultures. Et donc là, du coup, ça foisonne d'informations et on va voir ce qui nous parle. Voilà un exemple de travail ou d'exercice ou de mise en pratique qu'on peut faire avec une synchronicité. Par contre, une coïncidence, je n'ai pas d'exemple en tête là, mais ça va être deux événements qui vont faire écho, mais qui n'auront pas de sens. Et là où ça se complique, c'est que parfois, on peut être amené à vivre une synchronicité et on ne comprend pas la signification tout de suite. Et il peut y avoir aussi une succession de synchronicités, c'est-à-dire ce que j'appelle le collier de perles. C'est-à-dire que là, on a plus 2 coïncidences qui prennent sens et donc qui deviennent une synchronicité. On a une série qui arrive avec toujours la même symbolique, par exemple. Et donc, ça peut durer un certain temps. Et c'est cyclique jusqu'à ce qu'on comprenne en fait quel est le sens, quelle est la symbolique. Et là, à un moment donné, ça s'arrête et on passe éventuellement à autre chose. Est-ce que j'ai répondu à ta question clairement? Tu as répondu. Et pour rebondir sur ce que tu dis en termes de temps, moi, une de mes premières synchronicités de réveil ou de conscience, je ne sais pas comment on l'appellera, mais tu parlais de temps, mais il s'est bien passé entre une information que j'avais entendue qui s'est placée et qui m'a interpellée en me disant c'est bizarre, voilà, ce que j'entends, c'est resté. Et quand ça a pris sens, il s'est bien passé 5 années entre ces 2 événements et qui après se sont répétés un petit peu plus rapidement pour m'amener à cette synchronicité. Donc effectivement, des fois, on perçoit quelque chose, on a le sentiment qu'il faut garder l'info, on ne sait pas trop pourquoi, et la synchronicité, on ne la voit que bien longtemps après. Absolument, bravo pour cet exemple, j'adore. Donc, ça a été ma première synchronicité pour en dire un peu plus, a été chez un ostéopathe où j'étais toute jeune, j'étais de la vingtaine d'années, qui me dit vous devriez faire de la sophrologie. Mais à cette époque-là, la sophrologie, on en parlait, mais je ne voyais pas ce que c'était ni rien, bref. Et c'est resté pendant des années jusqu'à ce que je déménage, que je rencontre une association et que la dame me dit « Oh, je suis prof de sophrologie. Oh, » et puis que là, j'enchaîne, j'ouvre un magazine, la sophrologie, et que je commence à faire de la sophrologie. Du coup. Waouh, c'est super, c'est formidable. C'est un très bel exemple de processus synchronistique qui informe sur le chemin à prendre. Moi, je suis convaincue qu'on a des rendez-vous, mais je suis aussi convaincue qu'on a un libre arbitre
Et ça ne veut pas forcément dire, si on a rendez-vous, qu'on va forcément être au rendez-vous. C'est-à-dire que notre part du travail, c'est de répondre à l'appel et de l'entendre, de le voir et ensuite d'être au rendez-vous. Ce n'est pas parce qu'on a un rendez-vous qu'on s'y rend forcément. Mais la bonne nouvelle, c'est que une information passe plusieurs fois et que si on rate le rendez-vous une fois, on a encore une seconde chance de ne pas rater le deuxième rendez-vous. Ça faisait partie de mes questions, de savoir justement si le fait qu'on voit la vie avec plein de synchronicité, si tu y plaçais derrière cette notion de destin, de destinée, de dire que tout est tracé et en fait, on n'a qu'à suivre ça, mais effectivement, est-ce qu'à un moment, on peut changer de chemin ou pas prendre celui-là ou pas observer les synchronicités en fait? Oui, je suis convaincue, c'est ma vision, j'ai aucune preuve de ceci, mais je trouve que c'est un bel équilibre et que ça peut apporter à la fois une forme d'épanouissement et de paix intérieure, de se dire qu'il y a des choses qui sont prévues et puis il y a notre part de créativité. C'est-à-dire que pour moi, l'idée d'un destin tout tracé et où on ne peut rien changer, je trouve ça… Déjà, pour moi, ça n'a pas trop de sens en termes de chemin de vie et d'apprentissage et d'incarnation. À contrario, penser que tout est libre et qu'il n'y a rien d'écrit et que, voilà, là aussi, je me dis, mais alors, si on regarde tous dans notre vie, il y a des moments où on s'est dit, mais attends, mais je serais passée à gauche, je serais passée à droite, de toute façon, je serais arrivée là et je devais rencontrer cette personne et je l'aurais rencontrée maintenant ou 6 mois plus tard, je l'aurais rencontrée de toute façon. Et donc, c'est ce qui m'a amené ces réflexions, ces observations, et c'est ce que j'observe aussi de la vie que les gens me racontent, c'est-à-dire que depuis des années, tous les jours, j'entends la vie des gens et j'ai pu avoir cette observation en observant ma vie et en observant celle des êtres. J'en suis arrivée à cette conclusion que j'applique et que je transmets et qui réussit plutôt bien à tout le monde. C'est qu'on a des rendez-vous, il y a des choses qui sont prévues parce qu'il y a des trucs vraiment qu'on doit faire, hein, des choses importantes, comme ce rendez-vous que tu avais avec la sophrologie. Et puis, on a notre part de créativité, notre part de conscience, c'est-à-dire qu'en fonction de notre ouverture, de notre écoute, de nous, de l'extérieur, en fonction de notre ouverture d'esprit, on va pouvoir être au rendez-vous ou pas. Et on va pouvoir aussi faire de certains événements des belles choses ou bien les laisser en l'état. Et donc, je trouve que c'est assez… d'avoir conscience de ça permet de ne pas vivre la vie d'une façon passive et de sentir qu'on l'a subie. Ça permet de réaliser qu'en fait, on est co-créateur avec l'existence, qu'on n'est pas responsable de tout, mais qu'il y a une part qui appartient à l'existence, mais qu'on a aussi notre part et qu'en fonction de l'écho qu'on va donner aux informations, en fonction de la réceptivité, en fonction de l'accueil ou non de ce qui se passe, eh bien, ça va orienter notre trajectoire. Donc, moi, je prône l'éveil de conscience, c'est-à-dire voilà, d'élargir de plus en plus sa vision, de prendre de plus en plus conscience de notre être intérieur et du fait que chaque vie est importante et que chaque existence est importante puisqu'on a quelque chose à y faire, on a des choses à réaliser, on a de la lumière à transmettre, on a à donner et on a aussi à recevoir et on a aussi à apprendre de nous-mêmes. Donc, destinée et libre arbitre, je trouve que c'est un bel équilibre qui nous donne une perspective à la fois de liberté et à la fois… voilà, il y a des points de repère parce qu'il y a des choses qui sont prévues, il y a des belles surprises, il y a des beaux cadeaux qui nous attendent.
Alors, c'est bien que tu aies parlé d'éveil de conscience parce que du coup, ma prochaine question, c'était, et toutes ces personnes qui, justement, dans leur vie, n'observent pas, ont des synchronicités très probablement, mais ne les observent pas parce que la conscience ne s'est pas posée là-dessus. Est-ce que du coup, ils passent à côté de leur chemin de vie pour toi, ou est-ce que leur chemin de vie, c'était de ne pas être connecté du tout à des synchronicités et à une forme d'éveil de conscience? Ah, c'est une très intéressante question. Merci à toi de me J'ai la pas la poser. réponse, hein. Euh, je vais dire mon ressenti parce que Oui. la réponse avec un grand R, bon. Euh, je pense qu'en fait, nous sommes tous destinés à avoir une ouverture de conscience, un éveil de conscience, chacun à son niveau et en fonction de ce qu'on doit, des marches à franchir. Et on est tous là pour ça. Et que c'est peut-être certainement pour ça qu'il y a plusieurs vies, c'est que si la porte ne s'est pas ouverte durant cette vie, elle s'ouvrira durant une autre. Il y a des vies brouillons, non pas qu'elles sont brouillonnes, mais c'est des essais, erreurs, essais et succès, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il voilà, y a des vies d'apprentissage aussi. C'est-à-dire que les vies où des personnes ne sont pas dans l'ouverture, ne savent pas que ça existe, elles vivent ce qu'elles ont à vivre et ce qu'elles ont à vivre les prépare à autre chose. En tout cas, moi, c'est ma philosophie et mon hypothèse. C'est que chacun fait ce qu'il peut avec là où il en est et que tout nous prépare toujours à quelque chose, voilà. Comme un entraînement en sport, je ne peux pas aller très loin au début, je m'essouffle quand je démarre la course à pied et puis d'entraînement en entraînement, je vais plus loin, je me sens beaucoup plus dans l'aisance et puis un jour, je vis ce moment absolument merveilleux où il n'y a plus d'essoufflement et tout est fluide et simple et facile. Dans la vie, je trouve que c'est pareil. Il y a des vies qui préparent, à mon sens, c'est ce qui peut expliquer pourquoi il y a des personnes qui semblent passer à côté. Mais à mon avis, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Et dans cette société où on veut toujours aller trop vite, d'ailleurs je le vois en cabinet, les personnes me disent en consultation, ça va durer combien de temps? Vite, vite, comme si c'était un truc hyper douloureux. Je me dis bon d'accord, alors que ça peut être un truc hyper merveilleux. Bon bref, donc mais ça c'est parce qu'on est déformé en fait, on veut que tout aille vite parce que nos technologies elles vont super vite et donc tout d'un coup s'il faut patienter, prendre le temps, on est un petit peu perdu. Je pense que voilà, il y a des personnes qui, pendant une période de vie ou peut-être pendant une vie, ne vont pas être dans l'ouverture, mais il y a certainement quelque chose qui se prépare. Et parce que, selon moi, on est dans un processus d'évolution. Après, chacun son timing et après, chacun sa voie, son chemin, mais qu'on tend vers une évolution, donc une ouverture, donc quelque chose de plus raffiné en fait, comme si on se délestait de nos vieux habits, de nos vieilles habitudes, de nos scories et qu'on on se rapproche du coup de plus en plus de notre être essentiel, de notre véritable nature. Alors, je te rejoins sur cette vision, hein, sur cette notion-là, du coup. Je pense effectivement la même chose. Après, on n'en sait rien effectivement. Et merci parce que tu introduis très bien mes questions parce que ma prochaine question était sur cette notion de rapidité. Tu me dis tout va plus vite. Et ma question, c'était justement, est-ce que tu as la sensation que là, il y a une forme de prise de conscience et d'éveil de conscience, on peut l'appeler, hein, mais qui se passe plus rapidement, qui s'ouvre de manière plus importante. Est-ce que toi, vu que tu accompagnes depuis un certain nombre d'années, tu es dans ce domaine depuis pas mal de temps, tu vois une nette progression, mais même si c'est pas, mais rapidité dans l'éveil des consciences?
Indéniablement, indéniablement. Et la crise que nous sommes en train de traverser l'illustre, le matérialise, en tout cas c'est tangible. Ce qu'on a observé aussi, je le sais via mes éditeurs, c'est que durant le premier confinement, il y a eu un saut, un bond des ventes de tout ce qui concernait la spiritualité. Alors, certaines mauvaises langues diront que c'est par peur que les gens se réfugient. Moi, j'ai une vision beaucoup plus lumineuse et optimiste que ça. Je pense que, ayant le temps, enfin, ça a été une expérience absolument inouïe, ce premier confinement. Les animaux sont arrivés dans les villes, on avait l'impression qu'il y avait une féerie, alors qu'à la fois, on était complètement flippés, on avait vraiment le ciel qui nous tombait sur la tête, et en même temps, il y avait quelque chose de magique, où enfin, on avait le temps, enfin, il se passait quelque chose que quelque part... sans en avoir conscience, c'est comme si on aspirait à ce que ça se mette sur pause. Et dans cette pause, il y a eu une féerie, une reconnexion pour les personnes qui étaient déjà mûres pour ça. Et donc, du coup, il y a eu des ouvertures. Je pense que les gens ont fait le point avec eux-mêmes. Les gens ont fait le point aussi avec le sens de leur vie. Parce que quand tout s'arrête, on commence à réfléchir à sa vie, on a le temps. Et du coup, c'est ce qu'à mon avis, ça peut expliquer ce regain d'intérêt pour des livres de philosophie, des livres de spiritualité, des livres qui parlent d'autres choses que des choses très, très matérielles, figées. Et donc, je pense que ça a été... cette constatation, elle illustre en effet qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors moi, je l'avais observé déjà un peu en amont de notre crise actuelle. Il est vrai que j'ai toujours eu cette démarche et cette vision que je partage avec toi, mais que je l'ai gardée plus pour moi parce que je ne sentais pas que mon public, mes lecteurs étaient prêts. Et en ce moment, et puis l'accueil du premier roman sur Écoute les signes que la vie t'envoie m'a vraiment donné un signe pour le coup que mes lecteurs et les personnes qui suivent mon travail de près ou de loin étaient complètement en accord avec cette philosophie et en redemandaient, en avaient besoin. Et du coup, c'est là que je me suis autorisée à pouvoir délier ma langue et transmettre. Et je dois bien avouer que c'est une période pour moi très particulière dans le sens positif du terme parce que j'ai vraiment la sensation que je suis au bon endroit et que je fais ce que je dois faire. C'est-à-dire que là, c'est maintenant, quoi. Donc, j'ai une activité intense. J'aimerais vraiment pouvoir de temps en temps être en vacances, mais je sens que ce n'est pas le moment. C'est que j'ai des messages à faire passer, qu'ensuite les gens s'approprient en fonction de leur sensibilité. Je n'ai pas des idées toutes faites que je transmets. J'ouvre. En fait, mon désir, c'est d'élargir et de permettre aux personnes de pouvoir se rencontrer, comme je le disais tout à l'heure, et se connecter à la vie d'une façon différente. Et donc oui, il y a quelque chose qui est en train de se produire en termes de conscience collective, pas pour tout le monde parce que ça dépend aussi de notre chemin et de notre évolution au préalable, mais c'est vrai que là, les personnes sont mûres pour avoir des réelles prises de conscience. Je pense aussi que tout ce dont nous avons été témoins en termes de violence, de destruction du vivant, du non-respect de la nature, petit à petit, ça vient toucher même les personnes qui ne sont pas sensibilisées à une perspective philosophique différente ou des personnes qui n'ont pas forcément reçu une éducation, une transmission ou n'ont pas eu forcément des rencontres avec des personnes, des penseurs. Ces personnes-là vont être interpellées à un moment donné, c'est trop. À un moment donné, on ne supporte plus de voir qu'on est en train de détruire les océans, les forêts, qu'on ne respecte pas les enfants, ni les adultes, et qu'on ne respecte pas le vivant. Je pense qu'à un moment donné, en tant qu'être humain, ça vient nous chercher quelque part et qu'on commence à se poser des questions. Et quand on commence à se poser des questions, le chemin, on l'entame. Et petit à petit, voilà. C'est ça. Et là, une fois que c'est entamé, chacun a son chemin, comme je le disais tout à l'heure. Il n'y a pas une voie unique parce que nous sommes tous uniques. Donc, nous avons notre propre chemin d'évolution. Et
Et ensuite, quand on commence à s'ouvrir, eh bien, des informations arrivent par des livres, une conversation avec quelqu'un qu'on n'avait pas eu auparavant, des prises de conscience un matin au réveil. Enfin voilà, après le processus, quand il est en cours, il fait son œuvre. Alors, pour revenir sur ce que tu disais, sur le fait que tu as la sensation là, que tu ne prends pas de vacances, mais que tu as la sensation de devoir dire des choses, de devoir partager, de devoir guider en quelque sorte par tes écrits, par tes interviews, par tout ce que tu fais. Là où moi, je pense qu'effectivement, pour ta part, il y a vraiment un rôle important, c'est que dans la lecture que j'ai pu faire, et Dieu sait que j'ai lu des livres spirituels, philosophiques et tout, je pense que tu es sur une partie où effectivement, on n'est pas souvent le reproche que je peux entendre moi des gens qui m'entourent, c'est qu'à partir du moment où on a cette espèce d'éveil de conscience, on passe rapidement dans la catégorie perché. Et souvent, il y a les livres qui sont très tranchés et vont être, même si bon, je ne vais pas forcément les considérer perchés, mais je comprends que certaines personnes qui débutent un processus, qui n'ont pas entendu, trouvent ça perché. Et ce que j'ai pas trouvé du coup dans ton écrit, dans ton livre, c'est que c'est pas du tout perché. Ça ne laisse pas cette sensation-là. On sent vraiment une espèce d'assise, quelque chose je sais pas, j'allais dire scientifique, mais c'est presque la notion, mais de très posé, de très clair, et même dans ton énergie de quelque chose effectivement. De ne pas percher attitude. Je pense qu'effectivement, il y a vraiment un besoin à ce niveau-là, parce qu'il y a la transition de ceux qui n'étaient pas du tout ouverts à ça et qui vont se retrouver avec un livre ou découvrir quelqu'un qui voilà, a cette énergie et qui est très prononcée, qui ne va pas forcément me gêner moi, mais pour connaître, avoir des gens autour de moi, dans ma famille, dans mes amis qui ne sont pas forcément ouverts à tout ça, je pense que c'est une bonne transition parce qu'il y a tous les éléments dans ton livre. En tout cas, franchement, j'ai trouvé qu'il y avait les grands thèmes qu'on peut traverser, découvrir au moment d'un éveil de conscience. Je les ai retrouvés, si tu veux. Moi, j'ai retrouvé beaucoup d'étapes de mon propre éveil, de tout ça. Tout y est mis, mais d'une manière voilà, très posée. Et je pense vraiment que ça a effectivement son utilité pour un public qui a besoin de ça, un public de transition. C'est certainement ma pratique de psychopraticienne, qu'on appelait anciennement psychothérapeute. Peut-être c'est aussi ma personnalité, c'est aussi mon éthique, mon souci éthique. Hein. J'ai un grand souci éthique, c'est-à-dire de transmettre une dimension d'ouverture, de donner un souffle, une respiration, une lumière, mais en même temps avec du sérieux. Donc, c'est à la fois ma formation, à la fois ma personnalité et à la fois mon souci éthique, parce que j'ai un grand souci éthique. Voilà, c'est une valeur fondamentale. Hein. Les valeurs fondamentales étant, on l'aura compris, la liberté, d'où la notion de libre arbitre, et de respect, en fait. Hein. Donc, voilà. Et donc, pour moi, le processus d'ouverture de conscience, d'éveil, ne doit pas se faire sans la connaissance de soi. Et la connaissance de soi, ce n'est pas forcément une psychanalyse, puisque je ne me reconnais pas de ce courant-là. Moi, je suis plutôt du courant humaniste. Et ensuite, voilà, j'ai trouvé ma propre façon d'accompagner en fonction des années. Donc, pour moi, le socle que tu perçois, que tu as perçu dans mes écrits, il est bien entendu ma connaissance de la psyché humaine, mais il est aussi parce que certainement tu as senti que
était intégré finalement dans mon discours sans que je m'en rende compte. Le fait que, pour moi, ce qui est fondamental, c'est qu'il y ait un socle de connaissance de soi, qu'on ait nettoyé nos blessures, les blessures de notre enfance, de notre adolescence, qu'on comprenne comment on fonctionne, qu'on découvre quelles sont nos croyances limitantes sur nous, les autres et la vie, important, et qu'on puisse les transformer. Et c'est ça aussi, les oripeaux dont je parlais, dont on se débarrasse, c'est-à-dire c'est toutes ces blessures qu'on va guérir, toutes ces croyances limitantes dont on va se dégager, pour pouvoir avoir une perception plus juste de nous-mêmes, des autres et de l'environnement. Et ensuite, alors ça peut se faire en même temps, c'est-à-dire que l'ouverture à une dimension spirituelle, à une philosophie peut se faire en même temps, et moi je trouve que d'ailleurs c'est très bien, en même temps qu'un travail sur soi. Moi, j'ai toujours envisagé la démarche de psychothérapie comme un travail de connaissance de soi à orientation spirituelle. Même si dans mon discours, je ne dis rien parce que je m'adapte au niveau de chacun, à la demande de chacun, je n'impose rien. Voilà, c'est dans mon être profond. Ma vision, c'est ça. C'est-à-dire que quelle que soit l'aide que je vais apporter à une personne, quelle que soit la durée, même d'une façon très brève, même une séance, on ne sait jamais la trace qu'on laisse. Et ça peut être la préparation à un éveil de conscience que cette personne aura dans 10 ans, dans 15 ans. J'aurais été juste là au rendez-vous, comme on parlait de rendez-vous tout à l'heure. Mais je me méfie en effet des engagements vers une spiritualité qui viendrait compenser des manques, qui viendraient compenser des névroses et qui du coup, et ça va donc être une démarche qui ne va pas avoir des racines qui vont plonger dans un terreau solide, mais dans des blessures. Et donc, c'est là qu'on bascule dans le perché, pour reprendre ce que tu dis. C'est-à-dire qu'en fait, on va être dans une fuite de réalité éventuellement, dans une fuite de soi-même, dans une sublimation qui n'est pas une connexion avec le réel, avec la vie, qui va être excessive. Donc encore une fois, on voit que l'équilibre des polarités, ça c'est mon côté jungienne, l'équilibre des polarités, c'est vraiment la voie juste, c'est-à-dire que être connecté à l'invisible et au visible, être connecté au réel et à l'imaginaire, avoir un pied ici et un pied là, pour moi c'est vraiment l'équilibre. Et donc d'avoir travaillé, nettoyé à l'intérieur de soi, de se connaître un petit peu plus, permet du coup d'affiner notre processus et de savoir un peu plus où on va et de pourquoi on y va et de pourquoi ça nous touche, pourquoi ça nous parle. Moi, personnellement, je n'adhère à aucun courant spécifique. J'ai expérimenté beaucoup de choses, j'ai expérimenté beaucoup de pratiques, j'ai pas forcément papillonné, j'ai approfondi ces courants pour m'apercevoir que ce qui me convient à moi, mais à moi, après, comme je disais, chaque chemin est unique. Ce qui me convient à moi, c'est d'appliquer cette philosophie de vie dont je parlais tout à l'heure, cette relation à l'existence, cette ouverture, cette perception, cette hypothèse du libre arbitre et de la destinée et de cette notion que nous sommes en évolution, en apprentissage et aussi pour donner et recevoir. Eh bien, écoute, je n'avais pas pensé à tout ça quand j'ai posé ma question, quand je t'ai interpellée là-dessus, mais du coup, tu m'as ouvert aussi sur d'autres réflexions, donc c'est super. Et pour revenir, effectivement, on sent bien le socle de la connaissance de soi qui est un point important, et on sent bien le socle de la connaissance tout court, parce qu'on voit bien qu'effectivement il y a du contenu derrière, qu'il y a de la lecture, de la connaissance, et tu parlais effectivement de Jung que tu cites aussi dans ton livre. On sent qu'il y a des bases solides je vous invite à une connaissance de vous, et je vous partage ma connaissance à moi et qu'on sent aussi très solide. Pour revenir du coup aux synchronicités, moi je voudrais faire, parce qu'on en parle plusieurs fois, dans le livre ça revient plusieurs fois, le lien que tu fais entre synchronicité et physique quantique, si tu en fais.
Oui, 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 j'en fais un indéniablement et il est extrêmement important. C'est que la physique quantique est en train de poser des mots, des notions, voire des découvertes qui viennent étayer ce que notamment Jung a transmis, mais aussi d'autres personnes qui étaient et sont dans cette démarche d'observation du phénomène, parce que j'aime bien dire que c'est un phénomène des synchronicités. La physique quantique est en train de poser des mots sur ce qu'on sentait intuitivement ou ce qu'on pouvait expérimenter sans pouvoir vraiment nommer d'une façon scientifique. Et ce qui est intéressant dans la réflexion de la physique quantique, c'est qu'on est en train de faire des ponts avec des expériences qu'ont pu avoir soit des grands mystiques, soit des chercheurs, soit Jung, pour encore le citer. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train de découvrir que, par exemple, nos pensées génèrent des ondes électromagnétiques et donc une forme d'énergie, et on sait par la physique quantique notamment, mais pas seulement, que l'énergie véhicule de l'information. Et donc nous sommes dans un bain d'information. Auparavant, je vais dire autrement, on a souvent été énormément limité par « je ne crois que ce que je vois ». Et donc, le vide entre nous, les objets, le vide qu'il y a en fait entre la matière et une autre matière n'est pas vide, c'est un champ d'énergie. Et quand on commence à avoir des perceptions extrasensorielles et que l'on voit et que l'on perçoit l'énergie autour des arbres, des fleurs, l'énergie autour des choses, l'aura, on s'aperçoit qu'en fait, on est dans un bain d'énergie que l'on peut voir très lumineuse d'ailleurs pour les personnes qui en ont la perception. Et la physique quantique est en train de parler de ça et de faire des recherches là-dessus et de donner des résultats de recherche. Donc nous sommes dans un bain d'énergie invisible aux yeux de la majorité, enfin en tout cas de la normalité. Et dans ce bain d'énergie circulent des centaines de milliards d'informations. Les synchronicités, c'est une information qui circule dans ce bain, qui n'est pas dans la même temporalité que nous, êtres connectés à la matière, incarnés, nous sommes dans une temporalité où le passé était derrière nous, le présent est maintenant et le futur va se dérouler dans quelques minutes. Tandis que, donc ça c'est notre temporalité à nous dans notre incarnation sur Terre, hein, on sait, hein, voilà, vitesse de la lumière, truc mûche, etc. Les synchronicités sont dans une autre temporalité puisqu'elles sont matérialisées qu'au moment où on les voit. Donc c'est une information qui circule, qui n'est pas soumise à la même temporalité que nous. Et elle est dans ce bain d'énergie. Qu'est-ce qui fait qu'on va voir une information sous forme de signe ou de synchronicité? C'est parce que nous sommes inconsciemment ou consciemment connectés à certaines informations qui nous occupent ou nous préoccupent, consciemment ou inconsciemment. Et notre conscience connectée à cette vibration va rentrer en connexion avec une information qui circule dans ce bain d'énergie, avec cette temporalité. Donc, c'est comme s'il y avait un rideau de lumière invisible, et tout d'un coup, nous traversons ce rideau une fraction de seconde, et l'information qui était dans cette autre temporalité, par exemple l'information de synchronicité, clac, on va se rencontrer une fraction de seconde, il y a quelque chose qui s'ouvre, et là on reçoit l'information et on se dit waouh, il y a quelque chose. Après, l'intensité va être plus ou moins forte suivant l'importance de cette information, suivant ce à quoi elle va être reliée, suivant l'importance que ça va avoir pour nous. Mais voilà en tout cas les ponts qu'on peut faire avec la physique quantique et la notion de synchronicité. Il y a bien entendu notre inconscient, et notamment Jung parle du soi avec un grand S qui, selon moi, peut être lié à
la conscience supérieure ou l'âme, suivant voilà, ce avec quoi vous êtes sensibilisé ou tu es sensibilisé. Donc, nous percevons, nous recevons et nous émettons un certain nombre d'informations. Et il y a aussi, au niveau de notre conscience supérieure, quelque chose qui se produit et qui rentre en connexion avec les informations, ou les informations rentrent en connexion avec nous, enfin, à un moment donné, de l'œuf ou de la poule, on ne sait plus très bien, parce que comme on n'est pas dans la même temporalité, on n'est pas non plus dans la même perception des choses, nous, on est vraiment dans cause, effet. Alors qu'en fait, ce qui circule autour de nous n'a pas la même temporalité et n'est pas forcément cause, effet. Voilà, c'est nous qui avons une déformation due à notre culture, à notre éducation, à la société dans laquelle nous vivons et aussi là où nous en sommes dans notre évolution collective en tant que conscience humaine. Eh bien, tout ce contenu. Moi, j'ai une autre question et qu'on me pose souvent en accompagnement. Je ne sais pas si on te la pose, je présume que ça t'arrive. Des fois, on me dit, ok, mais comment savoir que c'est une synchronicité et que ce n'est pas mon mental qui est en train de chercher une synchronicité. Par exemple, on parlait d'amour tout à l'heure, ça peut être un sujet. Est-ce que je dois rester avec la personne avec qui je suis? Tiens, bah alors je me fixe là-dessus et j'ai soit peur qu'il me trompe, soit je pense le quitter. Et là, la personne, pendant 3 jours, ne voit que des trucs en rapport ou ce genre de choses. Et qui ne sait plus, est-ce que c'est des synchronicités ou est-ce que c'est autre chose qui se passe? Comment être certain que c'est une synchronicité? Alors, en effet, il y a la problématique de la mentalisation. On va utiliser le mental et on va projeter. Ça, c'est toute la problématique. Et aussi, je reviens à l'importance de la connaissance de soi, car plus on fait le ménage à l'intérieur, moins on projette sur les autres et sur l'environnement. Donc, on voit bien que là, encore une fois, c'est une étape extrêmement importante parce que du coup, en effet, si on est encombré d'un certain nombre de croyances, si on est encombré d'un certain nombre de « je veux », si on est encombré d'un certain nombre d'émotions, on va projeter ou on va vouloir voir ce que l'on veut voir. Et moi, ce que cette phrase, on va vouloir voir ce qu'on veut voir. Ça Et ce que j'invite toujours à faire, c'est de ne pas demander à l'existence de nous donner des réponses sur ce type d'exemple. Merci pour cet exemple, il est fréquent, en effet. Sur notre vie personnelle, est-ce qu'on doit le quitter ou pas, est-ce qu'il nous trompe ou pas, etc. Ça, vraiment, c'est quelque chose qu'on doit vraiment explorer à l'intérieur de soi et ne pas essayer de prendre à l'extérieur des informations qui viendraient corroborer avec ce qu'on désire ou bien qui viendraient créer du chaos parce que c'est à l'opposé de ce qu'on désire et du coup, on ne sait plus. Donc là, en fait, quand on ne sait pas si c'est une synchronicité ou notre mental, moi j'invite à lâcher la notion d'essayer d'avoir des informations à l'extérieur et de revenir à soi, de faire le point, de demander éventuellement l'aide d'une accompagnante ou d'un accompagnant, d'un professionnel, ou bien de faire une pause et de prendre 3 jours à la campagne et de faire un petit peu un examen de conscience, c'est-à-dire où j'en suis, voilà, de regarder la situation vraiment telle qu'elle est et de faire le point. Et si on n'y arrive pas, d'être aidé pour cela. Je préfère, parce qu'en effet, les synchronicités peuvent être, ce phénomène peut être utilisé comme un support de divination, d'essayer de voir l'avenir. C'est plutôt l'inverse en fait, c'est être dans une posture de réceptivité et non pas de « je veux », plutôt de « je suis disponible à recevoir une information, si une information peut venir m'éclairer ». Et s'il n'y a pas d'information qui vient m'éclairer, c'est de toute façon ma lumière intérieure qui va m'éclairer, de toute façon. Éventuellement, le signe de la vie va venir confirmer quelque chose. Moi, j'invite plutôt à cela, parce que sinon, on est dépendant d'informations extérieures. Et si on est dépendant d'informations extérieures, ça veut dire qu'on est déconnecté de soi ou en tout cas éloigné de soi, qu'on n'est pas assez reconnecté au centre.
Il y a vraiment une connexion à son centre et à soi. Et donc ça, c'est la connaissance de soi qui permet de trouver le chemin. Et une fois qu'on s'est véritablement rencontrés, c'est comme une piste d'atterrissage d'hélicoptère. Il y a une sorte voilà, la piste, elle est là, elle est au cœur de notre être. Et c'est important d'y revenir régulièrement parce que la vie telle que nous la vivons, nous tous dans cette société, est beaucoup nous happe à l'extérieur. Et donc, le retour, la connexion à soi est fondamentale. Et ensuite, les informations vont venir nous chercher, nous interpeller. Voilà, et je préfère me dire, je suis ouverte à recevoir l'information qui sera la bonne pour moi, plutôt que de dire, est-ce que je dois aller à gauche ou est-ce que je dois aller à droite? Est-ce que je dois rester avec lui? Est-ce que je dois le quitter? Est-ce qu'il me trompe et ne me trompe pas? Est-ce que je dois rester dans ce boulot ou pas? Tatati, tatati, tatata. Ça, c'est nous qui devons faire le boulot. Et ensuite, d'être dans cette ouverture, cette disponibilité aux signes que la vie va nous envoyer. Et là, il se passe quelque chose. De toute façon, ce qui est certain, c'est que la vie, c'est mouvement, donc c'est fluidité. Et donc, si je suis dans une crispation, ben, ça ne fonctionnera pas. Et donc là, éventuellement, je vais être dans la projection ou dans la mentalisation. J'ai été claire? Ah oui, très clair. Parce que c'est important, donc je tiens à être claire. Et du coup, pour être encore plus clair là-dessus, comment, alors, est-ce que tu formulerais et comment tu le formulerais justement de, tiens, je m'ouvre à ça, à recevoir des synchronicités, voilà, des choses pour avancer sur mon chemin, pour qu'on me guide. Est-ce que pour toi, il est intéressant de faire une forme de demande à la vie, à l'univers, à ce qu'on voudra, comme on veut l'appeler, mais est-ce qu'il y a cette notion de demande pour avoir cette notion d'ouverture? Je dirais, alors moi j'aime beaucoup la notion de gratitude parce que je trouve qu'elle ouvre la porte avec une posture qui est justement cette posture qui n'est pas je veux. Si je remercie ce que j'ai déjà, si je remercie ce qui n'est pas encore arrivé, j'ouvre une réceptivité. Je me mets dans un état de réceptivité et aussi un état de non-égo finalement. Je trouve que la gratitude, c'est un bon support pour travailler sur la notion de connexion à notre âme plutôt qu'à l'ego ou à notre conscience, au soi avec un grand S pour reprendre la notion de Jung. Donc, je trouve que du coup, ça connecte à une posture qui va éviter que si éventuellement on fait une demande, elle ne sera pas cette demande avec trop d'exigences et de je veux. En fait, quand on est dans la demande, est-ce que cette demande, elle part de notre ego ou elle part de notre essence? Et d'où, à nouveau, l'importance de la connaissance de soi, parce que comment je fais pour faire la différence? Eh bien, à un moment donné, à force de progresser sur le chemin, on arrive à sentir ce qui fait la différence. Moi, personnellement, je demande rarement, en fait, pour être honnête. Je demande rarement. Il peut y avoir des interrogations qui émergent en moi en me disant là, ça n'est pas. Je pense à un truc là en t'en parlant. Je te parle à toi, mais aussi tous ceux qui vont nous écouter, on est déjà ensemble. Parfois, j'ai des interrogations. Je me dis, c'est pas fluide, ça, cette collaboration, par exemple. Je sens que c'est laborieux. Énergétiquement, moi, je sens que j'ai du mal à m'y mettre, ou en tout cas, je m'y mets, mais il y a quelque chose qui rouille. Il y a du sable dans les rouages. Et du coup, je ne vais pas demander quelque chose de précis. Je vais juste envoyer un point d'interrogation à l'univers. Voilà. Et être dans cette ouverture en étant dans un état d'esprit où je me dis, ça coince un petit peu dans les encoignures. Il y a quelque chose qui n'est pas fluide. Je dois donc être attentive à cette non-fluidité qui dit quelque chose. Et donc, je me mets dans une interrogation, c'est-à-dire que j'attends que la vie m'en dise un peu plus. Et forcément, il arrive des choses. Là, pas plus tard que tout à l'heure, j'ai eu la conclusion d'un chapitre que je sentais être un peu
Et voilà, et donc le truc, c'est réglé en 2 temps, 3 mouvements. Ça fait sens maintenant que j'ai cette information. Ça ne pouvait que, finalement, ce chapitre ne pouvait que se clore de cette façon-là. Et d'ailleurs, dans cette fin de chapitre, je sens qu'il y a une ouverture d'autre chose. Et donc, du coup, voilà, ça y est, j'ai ma réponse sur pourquoi c'était si laborieux. C'est parce qu'il fallait juste le bon timing pour que l'information arrive jusqu'à moi. Mais je n'ai pas spécifiquement demandé j'arrête ou je continue. Non, je savais que j'allais le savoir. Finalement, c'est ça dont on a besoin. On a besoin d'une information de la vie qui vient nous aider à prendre la décision. Parce que finalement, toujours dans notre libre arbitre, c'est à nous de prendre la décision. Parce que c'est nous qui avons ce super pouvoir intérieur de décider, de choisir ce qui est le meilleur pour nous. La vie, en fait, nous aide à accéder à cette information qui finalement est déjà à l'intérieur de soi. Tu vois, c'est la différence avec tout à l'heure où il y a une interrogation très égotique, très pragmatique, et où on va vouloir que la vie nous donne la réponse. Non, non. Ouverture, demande d'informations qui va nous aider à aller plus loin, à aller dans une direction. Quand je suis allée au Mexique suite à une série de synchronicités, il y a il y a longtemps, j'ai eu une quantité incalculable de synchronicités tous les jours sur plusieurs mois concernant le Mexique, mais c'est moi qui ai pris la décision, qui est d'abord essayer de sentir à l'intérieur qu'est-ce que ça me disait. Et ça me disait franchement que j'avais rendez-vous avec ce pays et j'ai vécu un voyage puissant et totalement initiatique. Et c'est pas la vie qui me l'a dit, c'est la vie qui m'a montré comme des petits panneaux de signalisation, et c'est moi qui ai d'abord écouté et pris ensuite cette décision. J'aurais pu ne jamais prendre cet avion. Donc, si je résume et si je comprends bien, pour toi, le plus important, c'est d'avoir cette confiance justement en la vie et qu'elle va de toute manière nous laisser apparaître la synchronicité qu'il devra y avoir sans qu'il y ait d'intervention de notre part, mis à part le fait d'y croire et d'être ouvert à ça. Exactement. Bravo pour le mot confiance. Absolument, je ne l'ai pas formulé, mais pour moi, ça va de soi. En tout cas, ça s'entend certainement dans ce que je dis. Tout à fait, c'est une croyance fondamentale si on veut euh, 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 apprendre à maîtriser l'art de la lecture des synchronicités. C'est avant toute chose d'entrer en relation avec la vie, de comprendre que c'est un champ de conscience qui est une partie de nous certainement aussi, puisque rien n'est cloisonné. Mais en tout cas, de faire confiance à la vie, d'avoir confiance en elle et d'être en effet dans cette disponibilité. Donc la notion de confiance est très importante, elle est à la fois dans le flux de la vie, dans notre destinée et aussi dans notre réceptivité. Donc il y a 3 points d'appui en fait de la confiance. Mais c'est vrai que le premier travail, je dirais, c'est de travailler sur où j'en suis avec la vie. Est-ce que j'ai un rapport de force avec elle? Est-ce que je subis la vie? Est-ce que j'estime que la vie n'est pas juste avec moi? C'est tout ce qu'on peut entendre en consultation, par exemple, ou autour de nous, d'ailleurs. Et donc, de changer son rapport à l'existence et de comprendre qu'en fait, c'est l'humanité qui fait des bêtises, c'est pas la vie qui nous punit, par exemple. Je pense aux catastrophes écologiques. C'est pas la faute à pas de chance, c'est qu'il y a des trucs vachement durs qui nous arrivent et qui nous obligent à nous transformer ou à emprunter un chemin qu'on n'aurait jamais emprunté si cette difficulté ne s'était pas présentée. Et la vie est bonne pour nous. C'est notre façon de l'interpréter qui est souvent moins bonne. Et si on est en lutte contre elle, là, c'est compliqué. Mais si on effectue une réconciliation avec la vie, qui va de pair avec une réconciliation intérieure, avec soi-même, et ben là, il y a des choses qui se fluidifient, ça circule, c'est simple. C'est beaucoup. Qu'est-ce qu'on se complique la vie? C'est vachement plus simple. C'est ça la clé de sagesse, la simplicité.
Et dans ce que tu décris là, on voit notamment, et ce que tu évoques aussi dans ton livre, la notion de croyance limitante. D'ailleurs, tu évoques la PNL dans le livre. Et bon, moi, ça a fait partie de mes premiers amours, hein, de ma première formation. Donc, j'ai été ravie. Et c'est vrai qu'effectivement, un point de départ, là où je te rejoins, c'est déjà d'enlever ces croyances alors qu'ils nous appartiennent ou non. Hein, mais de changer sa croyance sur le regard sur la vie, ça peut être déjà effectivement un bon début parce que effectivement, en séance, il n'est pas rare que pourquoi la vie est dure avec moi, pourquoi elle m'impose ça, pourquoi elle me contraint, et une forme de responsabilité renvoyée à l'extérieur. Et c'est un point de départ important. Fondamental, oui, tout à fait, tout à fait. Et très libérateur, c'est ce qu'il faut bien souligner pour les personnes qui découvriraient éventuellement ce qu'on est en train d'échanger. C'est que ça peut paraître impressionnant d'emprunter ce chemin, mais en fait, c'est tellement savoureux. On se dégage de poids, d'angoisse, d'inquiétude, parce qu'en fonction des croyances qu'on va avoir sur la vie, ça peut aussi générer vraiment une certaine forme d'angoisse, d'impuissance, de sentiment d'impuissance. Cette déresponsabilisation, c'est-à-dire donner la responsabilité à la vie, c'est souvent des choses qu'on reproduit. Ça vient de croyances qui sont transmises de génération en génération. Et donc, ce qui est important, c'est pas... faut pas culpabiliser de ça, mais il faut prendre cette opportunité de transformation à bras-le-corps et ne jamais oublier qu'en fait, c'est se délester d'un poids assez lourd. Et c'est une promesse de joie de vivre, hein, parce que la confiance en la vie, je trouve, apporte une certaine joie de vivre, vraiment. Et la joie, moi j'aime la joie, parce que la joie, je trouve que c'est puissant en termes de vibration. C'est une joie vraiment qui part du cœur, qu'on ressent de l'intérieur, une joie de vivre, une joie d'être. Je trouve que c'est proche de la grâce, en fait. Bien, écoute, c'est des jolis mots. Alors, pas totalement de fin parce que j'ai deux petites questions encore à te poser. Et puis après, toi, tu me diras si tu as d'autres éléments que tu souhaites transmettre. Alors déjà, je ne suis pas sûre qu'on ait montré le dernier livre dont Non, tu parles. tout à fait. Oui. Donc, on a parlé entre nous là aujourd'hui essentiellement de celui-ci. Je développe mon intuition, qui est donc un poche dans la collection C'est malin des éditions Le Duc. Et le sous-titre, si vous ne l'avez pas pu le voir, apprenez à lire les synchronicités et à faire les bons choix. Alors moi, je l'ai eu du coup aussi pour en termes de timing, l'avoir, le lire en version liseuse, mais je conseille vraiment de l'avoir en format papier parce que voilà, c'est un livre aussi de cheminement et où à mon avis, moi, ce qui a pu me manquer là dans la lecture, c'est de pouvoir noter. Voilà. Pouvoir, Il y a des petits endroits où en effet on peut noter ses réponses, on peut cocher, voilà, il y a des tests, il y a des supports. Et puis, alors c'est pas parce que c'est le mien, forcément, c'est comme nos enfants, c'est les plus beaux. Mais je dois bien vous avouer que j'adore l'avoir en main, je le trouve hyper ludique. C'est pas le cas de tous les livres, hein, donc il a, je sais pas, je trouve. Je sais pas. En tout cas, je suis persuadée qu'en format papier, voilà, c'est moins frustrant, on va dire, Oui. qu'en version liseuse où on aura envie d'annoter, de revenir à un truc, d'écrire de répondre à une petite question Bah que oui. je vais se poser. Ouais. Et du coup, moi, ma dernière question, est-ce que toi, du coup, tu nous donnes plein d'exercices, plein de petits trucs. Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de ta pratique quotidienne? Qu'est-ce qu'on fait pour être aligné, rayonner, se développer ainsi et avoir la joie de vivre au quotidien? Est-ce que toi, personnellement,
tu as une pratique, tu as une régularité, tu as voilà, tout ce que tu exprimes dans le livre, tout ce que tu conseilles. Est-ce que c'est quelque chose qui a été fait pendant un temps et qui t'a amené à quelque chose, ou c'est quelque chose qui fait partie de ta vie au quotidien? C'est en effet quelque chose qui fait partie de ma vie au quotidien. Tout ce que je transmets, en fait, je l'ai appliqué ou je l'applique encore aujourd'hui. Il y a un apport théorique dont on a parlé tout à l'heure, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mon expérience et de ce que j'ai appris, de ce que j'ai compris depuis voilà, mon chemin d'exploration. Il a commencé, j'avais à peine 20 ans, si ce n'est même avant d'ailleurs, parce que j'ai eu la chance ou le bon karma d'être élevée dans un environnement où il y avait une ouverture à beaucoup de choses. J'avais accès à des livres dans la bibliothèque dès que j'ai été en âge d'être intéressée par un certain nombre de choses. Donc, bon, mon vrai cheminement, on va dire, l'autre n'était pas faux, mais l'intensité voilà, du cheminement s'est vraiment mis en place et activé quand j'avais 20 ans, mais je n'ai jamais cessé en fait d'être dans une connexion, une observation et une certaine conscience. Il y a eu des moments de ma vie où j'ai été moins connectée pour diverses raisons, d'autres où ça a été plus présent. J'ai pas une pratique spécifique d'une école ou d'un courant. Mais tout ce dont j'ai parlé là avec toi fait partie de ce que je mets en place. Par exemple, la gratitude, bien entendu, la conscience du bain d'énergie dans lequel nous sommes, des informations qui arrivent jusqu'à moi, des informations que j'aimais, être ouverte à la réceptivité des informations, tenir compte des signes que la vie m'envoie, être attentive à mes rêves et quand il y a des dimensions symboliques fortes, vraiment m'appuyer dessus au sens de tenir compte d'une information que ma conscience supérieure ou mon inconscient m'a transmise. Je travaille aussi beaucoup sur d'où part mon intention, de mon ego ou de mon âme. Je suis beaucoup attentive à mes choix et aussi à comment j'interagis avec l'autre. J'ai affiné beaucoup. En ce moment, je suis beaucoup dans la pratique et ça va être dans mon prochain livre, dans la notion de posture de non-violence, mais infinitésimale. C'est-à-dire qu'on peut avoir une façon d'interagir avec l'autre qui finalement a une certaine violence, même si nous ne le sommes pas, et que c'est une voie de libération qui permet de davantage se connecter au soi plutôt qu'à l'ego. Voilà par exemple, en ce moment, mon support d'observation, c'est beaucoup ça. Je dirais, ça pourrait résumer tout finalement, la posture la plus juste possible. Qu'elle soit juste pour moi, mais aussi juste pour l'autre. Ne pas alimenter les jeux psychologiques. Là aussi, on voit beaucoup le travail sur la notion d'ego finalement. Ne pas diaboliser l'ego, mais lui permettre d'être au service de mon être, de mon âme. Voilà. Chaque jour, en fait, j'applique cette philosophie chère à mon cœur. Et il est vrai que je dois bien avouer que cette dernière année, puisque là, ça va faire 1 an que le premier confinement a eu lieu, ce retour à la maison au sens propre et au sens figuré a été pour moi une étape fondamentale, qui est arrivée au bon moment, parce qu'il y a eu aussi une étape fondamentale il y a très peu de temps où j'ai perdu donc ma maman. Je l'ai accompagnée dans le passage de l'autre côté. Pour moi, le décès d'un proche et d'un parent qu'on aime est la plus grande et la plus forte et l'initiation la plus importante que tout être humain va être amené à vivre. Donc pour ça, on est vraiment dans la même barque. Et j'ai vraiment compris en traversant la nuit sombre de mon âme que là se trouvait à la fois un processus initiatique douloureux, mais aussi une opportunité de réellement incarner ce que j'avais compris et
et de vivre ce que j'avais réellement intégré et de voir aussi ce qui me restait encore à travailler parce que c'est jamais fini. Et puis, du coup, est arrivé ensuite ce premier confinement qui a été pour moi quelque chose de très particulier qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est ouvert et où j'ai pu avec encore plus de conscience, incarner, comment dire, incarner pas mon apprentissage, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Et depuis, d'ailleurs, ma parole s'est complètement libérée. Auparavant, je n'aurais pas osé te parler comme je te parle là et comme je vous parle là. Il y a quelque chose qui s'est passé de très fort et du coup, j'ai une conscience encore plus fine et aussi cette joie profonde qui est, quand je dis profonde, c'est qu'elle est ancrée. Parfois, certains jours, je suis grognon et elle est moins visible, elle se fait moins sentir parce que je suis un être humain comme tous les jours, comme tout le monde. Et donc, il y a des jours où je suis grognon, mais la joie est là. Il y a quelque chose d'ancré, de profond, de constant qui m'émerveille. Et je me remercie et je remercie mon chemin et je remercie tout ce qui a pu se passer jusque-là parce que j'ai conscience que c'est une grande richesse et c'est une grande chance de pouvoir expérimenter profondément au-dedans de soi des états de conscience comme cela. Bon, je ne savais pas du coup pourquoi l'interview que j'aurais dû faire il y a déjà 1 an n'avait été réalisée. Voilà. Maintenant, je sais. Parce que tu n'aurais pas parlé comme ça et que la chaîne s'appelle Démystifions-nous. Alors, c'était... Et voilà. Pour dire, ça y est, Géraldine, elle est ouverte sur tous les sujets. Et du coup, pour rebondir à ce que tu disais, est-ce que le fait d'évoquer que tu t'appliques une forme de discipline par rapport à tout ça, c'est quelque chose qui te parle ? Oui, c'est une forme de discipline, mais douce. Je prône la douceur. On a vu, hein, je viens de parler de cette pratique de la non-violence, qui est vraiment un appui très important pour moi, de ne plus alimenter de quelque manière que ce soit les jeux psychologiques qui mènent à une forme de violence relationnelle. Voilà. Et donc, une discipline, oui, dans la douceur avec moi-même, mais c'est vrai qu'il y a... on revient à la notion d'éthique qui est importante pour moi finalement. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de rigide, pas du tout, pas du tout. C'est très agréable à vivre, mais il y a une forme d'éthique. Voilà, je suis consciente des pièges en fait de l'ego et des pièges aussi. Pour moi, la vie, c'est un jeu. Ça aide à dédramatiser. Et puis, comme dans les jeux vidéo, il y a des pièges à éviter. Et plus on a plus notre conscience est active, est ouverte, et plus on a conscience, plus on peut voir les pièges dans lesquels il est préférable de ne pas tomber, sous peine de perdre du temps ou de souffrir ou que ce soit non productif. Et du coup, oui, voilà, c'est une forme de vigilance souple. Et une autre question, qui sera peut-être la dernière, après, sauf si tu as autre chose, c'est, tout à l'heure, tu disais que tu étais vigilante au fait de savoir, est-ce que là, c'est mon âme qui va répondre ou est-ce que c'est mon ego ? C'est quoi ton truc à toi, du coup, pour avoir la réponse à ça ? Il y a une tension quand c'est l'ego. Il peut y avoir même une émotion ou des sentiments qui sont de l'ordre du vouloir, de je veux ou de je veux pas. La susceptibilité, c'est aussi l'ego, mais c'est aussi commun aux hypersensibles, dont je fais partie. Tu vois, il y a cette tension en fait. Il y a quelque chose de plus tendu. Le désir peut aussi partir de prendre racine au niveau de l'ego. C'est un désir qui crée une tension, qui donc va créer des frustrations si on n'a pas ce qu'on veut. Et quand c'est plutôt du côté de ce qu'on appellerait l'âme, il y a quelque chose, il y a un feeling. C'est-à-dire que je trouve que c'est très, enfin, pour moi, c'est un vécu qui est palpable en termes de sensation. C'est-à-dire qu'il y a une sensation d'ouverture,
c'est vaste, c'est doux, c'est fluide et il y a une sensation que c'est juste. C'est cet alignement. Et d'ailleurs, souvent, c'est fluide aussi à l'extérieur et il y a un sentiment de paix. Là, il n'y a pas de tension, là, il y a vraiment quelque chose de souple, de paisible, il y a quelque chose de profond aussi et de confortable parce qu'à partir du moment où on est en connexion avec l'origine de notre être, le début, la fin, cette infinitude en fait, puisque cette intemporalité, c'est quelque chose de très paisible. Et une fois qu'on a commencé à y goûter, on retrouve le chemin. Parce qu'on perd la connexion, puis on la perd de moins en moins, et puis la connexion se fait de plus en plus présente, sachant que voilà, il y a des moments dans la vie moins confortables, moins faciles, et c'est là que c'est important d'être vigilant, parce que c'est là que tout se joue et qu'on peut s'alléger de bien des choses encombrantes. Ok, donc en quelques mots, c'est vraiment une écoute de soi et du coup dans la matière, dans le corps, dans la perception, le ressenti, comment ça vibre. Et il n'y a pas de mental, bien entendu, le mental et l'ego sont souvent ensemble. Et quand on se rapproche de l'âme, il y a quelque chose qui est en effet plus de l'ordre de l'intuition, du feeling. Et puis après, on trouve nos points de repère. Moi, j'ai exprimé ce que je ressens moi, mais après, chacun, on va avoir notre grille de perception et nos points de repère. Merci. Merci pour ces magnifiques questions. J'ai adoré. Je pense qu'il y a plein de contenu. C'est révélateur du livre. Il y a beaucoup de contenu et déjà effectivement si on applique tout ce qui a pu être évoqué là aujourd'hui, je pense que ça peut amener à de grandes choses. Moi en termes de questions, je pense que j'ai fait le tour. Est-ce que toi tu souhaites rajouter quelque chose? J'ai dit beaucoup de choses avec des questions particulièrement belles. Merci pour ces belles questions qui m'ont donné la possibilité de pouvoir exprimer des choses importantes. Donc, je suis comblée. Écoute, merci à toi. Moi, j'ai trouvé ça passionnant. Je t'ai écouté avec beaucoup d'attention. Et vraiment, merci pour l'énergie, pour tous ces éléments, pour tout ce contenu et pour cette sagesse qui, je suis sûre, apparaîtra et sera tout à fait perceptible pour tous. Eh bien, du coup, je vais clore l'interview sur ces bonnes paroles. Je te souhaite de belles choses. Je vous remercie de nous avoir écoutés tout au long de cette interview. Je ne le dis pas assez souvent, mais vous pouvez liker, vous abonner et tout ça. Vous savez comment ça fonctionne et partager l'interview si elle vous a plu, si elle pense qu'elle peut semer une petite graine dans ce chemin de conscience sur lequel on est. Merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé et écoute, je suis ravie qu'elle soit arrivée à ce moment-là, cette interview. Un grand merci à toi. C'était vraiment un très très beau moment. J'étais heureuse de partager tout ça avec toi. Et encore une fois, merci pour ces questions qui révèlent ton ouverture, ton niveau de conscience, ta réceptivité et ta bienveillance. Et donc, c'est très agréable. Merci pour ça. Merci, je reçois avec gratitude. À bientôt sur la chaîne. Au revoir. Au revoir.